avais l'impression de perdre tes enfants? Mes enfants, je les ai perdus, très clairement. Pour moi, mes patrons, c'est le peuple français. D'accord? Que ce soit des Françaises, des Français, des gens qui ne veulent pas reconnaître s'ils sont des hommes, des femmes, s'ils sont gays, pas gays, peu importe leur religion, peu importe... Je me fous de tout ça. Je suis à leur disposition. Député du Parti de la France Insoumise depuis 2017, tu étais avant engagé au Parti communiste français. Alors tu as été élu en 2022, puis réélu en 2024 dans la 7e circonscription des Bouches-du-Rhône. Faut dire que ces derniers mois, les médias parlent beaucoup de toi. Tu as été suspendu de l'Assemblée nationale, il y a eu la dissolution, ta réélection, il y a eu des menaces de mort. Cyril Hanouna, qui parle aussi beaucoup de toi sur Touche pas à mon poste. Tu as refusé aussi de serrer la main d'un député RN. Certains médias ont parlé d'un dépassement sur une voie de bus. Toi, tu parles d'agression d'un policier en civil. La liste est encore longue. Sébastien Delogu, je te remercie d'être en interview à mes côtés. Voilà, j'espère qu'au cours de cet entretien, tu pourras t'exprimer comme tu le souhaites, sans que ta parole soit trop coupée ou réinterprétée. Ça va pour toi? Parfait. Je te propose, Sébastien, de commencer par les bases, le début, pour apprendre à te connaître, savoir quel jeune homme t'étais, quel adolescent t'étais, quel enfant t'étais, avant de devenir l'élu, le politique, le député LFI que tu es aujourd'hui. D'où tu viens? Des quartiers nord de Marseille. Oui. J'ai grandi au Pen Mirabeau déjà de base, parce que mes parents étaient en couple là-bas. Et après, quand ils se sont séparés, j'ai atterri à Consola, dans une résidence qui maintenant, des années après, est une résidence insalubre. Mais à l'époque, c'était magnifique. Et je voyais ça magnifique, puisque j'étais petit, je ne voyais pas ce qui est l'envers du décor. Mais bon, j'ai grandi dans les quartiers nord de Marseille. C'était quoi l'envers du décor? L'envers du décor, c'est de l'insécurité. Il n'y avait pas de structure qui t'accompagnait. Donc, du coup, en fait, on était un peu jetés dans la rue à faire ce qu'on voulait. Donc, nous, on avait un ballon, on tapait sur le garage. Le mec d'en haut nous criait dessus. C'était un vieux Italien. Il nous criait dessus à chaque fois. Il nous disait pas, il parlait en italien, genre de partir parce que ça faisait du bruit quand on marquait des buts dans le garage, quoi. Des trucs d'adolescents, quoi, d'enfants. Tu es d'origine italienne? J'ai un nom de sarde. Et en fait, c'est bien coupé chez moi. Ma mère est d'origine espagnole, en grande majorité, et ils ont des origines donc algériennes. Et du côté de mon père, c'est italien et arménien. C'est un beau mélange. Un Marseillais pur, quoi. Voilà. Ah bah oui, je vois ça. Et comment tu décrirais les quartiers nord à l'âge adulte avec tes yeux d'enfant de Marseille? J'ai de la peine pour les gens qui habitent dans les quartiers nord parce que malgré que ça soit beau, qu'à l'intérieur de ces quartiers, il y a une solidarité magnifique et qu'il y ait une vue magnifique, qu'il y ait un territoire qui soit magnifique, il y a quand même beaucoup d'inégalités, il y a une justice sociale qui n'est pas respectée et il y a beaucoup de misère. Donc du coup, c'est pour ça que je pense que les gens m'ont élu, c'est qu'ils ont besoin d'avoir une personne qui ne rentre pas dans les codes de la politique et qui va dire réellement ce que vivent les gens parce qu'ils en ont besoin. Ils ont besoin de sortir la tête de l'eau. Et donc, du coup, je vois mes quartiers magnifiques, des gens qui sont magnifiques, mais une politique qui les a un peu abandonnés tout ce temps-là. Gamin dans les quartiers nord, est-ce que Sébastien Delogu, enfant, il se rêvait déjà député? Alors, oui et non. Oui, parce que je regardais beaucoup LCP, je me disais, mais mon Dieu, c'est magnifique, la France, etc. Donc, je regardais des dessins animés, je jouais à la Play, comme tout le monde, quoi, pas comme tout le monde, mais je jouais à la Play. Mais je regardais beaucoup LCP aussi, je ne sais pas pourquoi, parce que je ne comprenais absolument rien à ce qu'il disait, mais je regardais l'envers du décor et tout ce qui était beau à voir à l'Assemblée nationale et au Sénat d'ailleurs. Et je rêvais d'être sénateur quand même, mais je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Et puis au final, j'ai terminé député. Parce que ma mère, déléguée syndicale CGT, mon père très politisé, parlait souvent de politique. Et donc, du coup, j'ai terminé par être député. Et pourtant, tu fais une formation dans la vente, en lycée professionnel. Et comme monsieur et madame tout le monde qui rate ses études ou qui, on va dire, n'a pas le niveau pour faire des études supérieures, se retrouve dans, dans un cheminement où, en fait, de toute façon, il y a une carte scolaire qui existe. Donc, quand tu es dans un collège, tu ne peux pas être dans un lycée, un beau lycée ou un lycée d'envergure qui t'apportera peut-être une instruction un peu plus importante. Tu dois terminer dans des canaux. Et donc, moi, j'avais le canal du BEP Vente Action Marchande que j'ai raté d'ailleurs parce que je n'ai même pas pris ça au sérieux.
Mais j'ai refait d'autres études, hein. J'ai fait un DAU où j'ai essayé, c'est un diplôme d'accès aux études universitaires, avec l'option Sciences Éco droit. Mais en même temps, je travaillais, en même temps, j'ai été papa, donc du coup, ça a été très compliqué. Et t'as quel âge quand tu es vendeur et en même temps agent de sécurité? Ah ben là, j'avais vendeur, moi j'ai commencé à travailler à 13 ans en vrai de vrai. En même temps que j'allais au collège, je rangeais et je rangeais les journaux pour le magasin et le soir, je les remettais dans un endroit pour que la personne qui vienne changer nous les récupère. Et ça, j'avais 13 ans quand j'ai commencé à travailler. Et puis après, j'ai commencé à vendre des costumes. J'étais agent de sécurité sur le port de Marseille. Donc du coup, j'amenais toutes les personnes qui partaient au Maghreb et en Corse. Je les accompagnais pour aller là-bas. Et après, j'ai fait des milliers de travail, puisque j'ai fait des échafaudages, j'ai construit des échafaudages, j'ai travaillé dans des bars, j'étais agent de sécurité, j'ai vendu des costumes, ça j'ai adoré, parce que j'aimais bien un peu la prestance des gens qui avaient en costume. C'est pour ça que moi-même, malgré qu'il y en a beaucoup qui nous critiquent, moi je me sens bien en costume, parce que j'aime bien... Et qui te traitent de racaille. Et qui me traitent de racaille. Une racaille en costume, c'est un peu bizarre, mais voilà, moi j'ai adoré ce métier, vraiment de rendre service aux gens, les embellir. J'ai adoré ça à cette époque-là. Et alors, comment tu deviens chauffeur de taxi? Alors, je deviens chauffeur de taxi parce que mon père, à cette époque-là, en avait marre que je faisais un peu des bêtises à droite et à gauche et que j'étais pas sérieux dans mon travail parce que je sautais d'emploi en emploi. Quand vous avez des emplois précaires, vous sautez d'emploi en emploi parce que ça vous plaît quand vous arrivez. Et puis, quand vous voyez l'envers du décor, vous choisissez d'aller ailleurs. Et donc, du coup, c'est ce que j'ai fait. J'étais très instable et mon père avait trouvé une stabilité dans le taxi et m'a dit je vais te laisser ma place. Il est parti en pleurant parce qu'il a laissé l'opportunité à son fils de s'en sortir dans la vie avec un vrai boulot qui rapportait de l'argent et en même temps qui avait une stabilité pour sa vie de famille. En même temps, j'étais à la fac, donc du coup, c'était compliqué pour moi parce que la journée, j'étais à la fac et la nuit, je travaillais. Et puis tout ça a continué, mais c'était quelque chose d'extraordinaire de reprendre le boulot de son père qu'il a fait pendant 45 ans. C'était magnifique. Et en 2016, tu deviens le porte-parole des chauffeurs de taxi marseillais en grève contre Uber. Comment t'en es arrivé à devenir ce porte-parole-là? On en avait marre des syndicats qui toujours nous demandaient de rentrer, que la grève était terminée parce que ça servait à rien, etc. Et puis on l'a vu d'ailleurs à l'Assemblée nationale, quand moi j'y suis arrivé, on a fait une enquête parlementaire sur l'ubérisation de la société. On s'est rendu compte que les syndicats étaient tenus par le préfet, le préfet était tenu par le président de la République. Il y a eu des révélations folles à ce sujet. Et donc, du coup, moi, avant ça, je commençais à le dénoncer. Et donc, du coup, les taxis ne regardaient plus trop les syndicats et me regardaient à moi. Mais je n'étais pas le seul. Il y a beaucoup de mes collègues aussi qui étaient des porte-parole en off, entre guillemets, qui se battaient contre l'ubérisation de la société. Et c'était une manière de dire qu'on était tellement réglementés qu'on ne pouvait pas déréglementer toute la profession en ouvrant d'autres personnes qui puissent aller travailler, faire le même métier que nous et qui n'avaient pas tout ce que nous devons payer, nous, en tant que chauffeurs taxi, avec une réglementation très, très compliquée. Vous trouviez ça injuste? C'était injuste, et c'est une injustice, puisque ça a été condamné par le Parlement européen. Alors, quand on regarde ta présentation sur le site de l'Assemblée nationale, on lit le texte suivant, si tu m'autorises à le lire. J'étais même assez surpris de retrouver ça sur le site de l'Assemblée nationale. Tu vas me dire d'où ça vient. Il est écrit... C'est l'histoire d'un couple de jeunes de 25 ans avec 2 enfants en bas âge. Le jeudi 12 avril 2012 à 14 h, ils sont expulsés de leur logement par un jugement. Cette famille est perdue, le couple est détruit. Les étapes du parcours du combattant s'enchaînent pour la mère et le père qui essaient de retrouver un logement. Le père n'assume plus son rôle, le couple se sépare, les enfants perdent leurs repères. 10 ans passent. En 2022, après avoir vécu une suite d'événements tragiques, le père ne visite toujours pas ses enfants, de peur d'être jugé pour ne pas avoir réussi à subvenir aux besoins de sa famille. Cette famille, c'est celle d'un parlementaire assis sur ses bancs. C'est la mienne. Oui, tout à fait. C'est mon histoire. J'habitais avec mes parents. Et puis après, il faut savoir que j'ai rencontré la mère de mes enfants, j'avais 13 ans. Et je suis resté jusqu'à l'âge de mes 27 ans, avec des séparations un peu dures, comme cette épreuve-là. On a essayé de reconstruire les morceaux à un moment donné, ce qui n'a pas donné lieu à ce qu'on y arrive, puisque moi j'étais tombé amoureux d'une autre personne entre-temps. Bon, la vie était très compliquée à cette époque-là. Ben voilà, ma mère habitait dans un logement social, je n'étais pas signataire du bail, et donc du coup, moi j'ai voulu rester, parce que ma compagne de cette époque-là, qui est devenue la mère de mes enfants, était enceinte.
Mais le bailleur social voyait les choses différemment en disant on ne peut pas vous laisser là, il faut que vous allez ailleurs. Et moi j'ai demandé à ce qu'on me reloge ailleurs, mais qu'il n'y avait pas de construction de logements sociaux et qu'il n'y avait pas de place pour moi. Parce qu'à Marseille, c'est que des amis et les politiques donnent à celles et ceux qui, on va dire, parlent pour eux ou alors qui leur donnent des dessous de table. Donc du coup, moi, je n'étais pas prioritaire. Et au final, le bailleur a fini par me mettre à la rue. Avec ta famille? Avec mes 2 enfants, parce qu'entre-temps, ça a duré 2 ans, l'expulsion. Et j'avais donc 2 enfants, Sandro et Maria, Maria venait à peine de naître. Et du coup, c'est vrai qu'on est parti chez la famille de ma conjointe, donc du coup, sa cousine, qui était une copine à nous, mais au final, c'est vrai que de se retrouver dans une maison à plusieurs, c'était compliqué. Un jour, je suis rentré, elle m'a dit, mais qu'est-ce que tu veux en fait? Je comprends pas qu'il faut que tu t'en ailles. Et donc, du coup, je suis parti. Là, j'ai commencé à avoir un peu des galères un peu importantes dans ma vie, c'est-à-dire d'homme qui se tourne, qui ne peut plus voir ses enfants parce que j'ai pas de sous pour les subvenir à leurs besoins, je trouvais pas de travail, j'avais pas de logement. Et puis quand vous n'avez pas de logement, vous tombez dans une matrice compliquée. Vous essayez de trouver des aides, vous appelez des politiques qui ne vous répondent pas. Donc tout ça a été très dur pour moi et c'était une manière d'accepter aussi ce que les gens pouvaient vivre, c'est-à-dire de voir toute la misère du monde autour de soi et de se sentir un peu tranquille parce qu'on avait une famille, des amis, des enfants, mais au final, la dure réalité de la vie est arrivée. Et donc, du coup, c'est vrai que ça m'a donné du fil à retordre. Et donc, du coup, je me suis retrouvé à devoir comprendre la vie, à devoir essayer de m'en sortir. Et c'est là que mon père a essayé de m'aider pour que je puisse m'en sortir en me donnant justement son taxi. Et j'ai évolué dans la vie comme j'ai pu. Je me suis remis avec la mère de mes enfants et ça ne l'a pas fait parce que j'étais tombé amoureux d'une autre personne. Et du coup, bon, après, je suis passé de galère en galère parce que les galères vous suivent de façon... voilà, les galères vous suivent et du coup, bon, ben, j'en ai fait que j'ai coulé avec la société de mon papa. Et ça a été dur. C'était les moments les plus durs de ma vie. J'en pleure quand j'y repense parce que vous perdez, vous savez, vos 2 enfants et on vous dit maintenant, les fachos disent beaucoup, ouais, tu as abandonné tes enfants, etc. J'aimerais bien les voir dans mon cas où vous n'avez pas rien dans les poches et que vous n'êtes même pas en capacité de lui acheter une compote ou un pain au chocolat et vous devez aller les voir pour leur dire je vous aime les enfants et vivre une vie normale avec eux. Mais en fait, vous n'arrivez pas parce que vous n'êtes pas bien. Donc je les voyais, je faisais que pleurer. Donc au début, ça allait. Et après, j'ai décidé de complètement arrêter. Mais je pense beaucoup à eux. Ils me font beaucoup de peine, mais c'est la vie. Quand tu dis, Sébastien, le père n'assume plus son rôle, le couple se sépare, les enfants perdent leur repère, est-ce que tu as arrêté de voir tes enfants parce que tu avais honte de ta condition? Est-ce que tu voulais pas qu'ils voient leur père comme ça, comme celui que tu viens de décrire? Eh oui, très clairement, c'est ça. C'est compliqué parce que maintenant que je suis un peu plus grand et que j'ai vécu cette étape-là dans ma vie, je me mets juste à la place de mes enfants. Ils croient que leur père les a abandonnés ou les a laissés. Toujours à l'heure actuelle? Pas à l'heure actuelle, mon fils Sandro le pense encore, ma fille elle cherche des explications. Ils ont quel âge? Mon fils a 13 ans et ma fille va avoir 12 ans en décembre, le 5 décembre. Mais j'essaye de leur expliquer, parce que je les ai vus à plusieurs reprises cet été. J'ai amené ma fille dans une espèce de lieu où il y a des manèges, tout ça. Et puis, je lui ai expliqué, je lui ai dit, mais tu sais, papa, il t'a pas abandonné. J'avais pas de sous, j'avais pas de maison, je dormais dans ma voiture. Et du coup, je pouvais même pas venir te voir parce que même un ticket de bus, je pouvais même pas l'acheter. Et je marchais dans la nuit, dans la forêt pour aller rejoindre un véhicule loin de Marseille pour pas que mes amis, tout ça me voient. J'allais pas m'exposer à mes enfants, pas doucher, pas les habits sales. Je pouvais pas faire ça. Et à chaque fois que je les voyais, parce que j'arrivais à sortir ne serait-ce qu'une semaine la tête de l'eau parce que mes parents m'aidaient, me donnaient de l'argent, m'acheter des habits, etc. Je les voyais, mais quand je les voyais, je faisais que pleurer. Et donc le fait de pleurer, de les voir à chaque fois pleurer, un jour ma fille m'a balancé dans la figure, mais arrête de pleurer papa, on s'en fout nous de tout ça. Et elle dit oui mais tu t'en fous, mais moi je vis avec, j'arrive pas à me... Et ça a été très compliqué. Après j'ai été revu des centaines de fois où je leur ai acheté des habits, j'ai essayé de leur acheter tout ce qu'ils voulaient pour essayer de leur montrer que j'avais réussi et que j'essayais justement d'aller mieux, même avant d'être député, puisque j'avais un travail où dès que je gagnais de l'argent, je le gaspillais pour mes enfants. Je les amenais à la boulangerie, je les amenais acheter des habits, je les amenais dans des parcs d'attractions, j'essayais de faire n'importe quoi pour que je puisse me racheter, mais c'est vrai que ça les a beaucoup impactés. Et puis mon ex-femme a refait sa vie, hein, elle a refait sa vie avec un homme, et je pense qu'ils ont plus d'affinité avec ce monsieur
qui les a quand même éduqués, qui a pris soin d'eux, et je le remercie d'ailleurs de le faire, même si aujourd'hui je suis en procès avec ma compagne pour la pension alimentaire, que les fachos disent soi-disant je ne paye pas. Je paye une pension alimentaire, mais on se dispute surtout sur le fait que je veux récupérer mes enfants et que je veux les voir. Maintenant, c'est peut-être plus compliqué avec toutes les menaces de mort que je reçois, mais j'espère quand même avoir l'opportunité d'avoir une seconde chance dans cette vie et de leur dire peut-être tout ce que j'ai vécu. Je leur ai écrit un livre, je leur ai dit, il leur attend, et voilà, le livre attend plus que d'être lu par mes enfants. J'attends qu'ils soient un peu plus matures pour leur donner, parce que c'est important. Et vous savez, cette problématique qu'ont les papas, peut-être des fois ils sont montrés du doigt par les mamans qui se retrouvent seules avec des enfants, etc. Il y en a qui volontairement abandonnent leurs enfants et qui ne veulent plus avoir parce qu'ils ne veulent plus voir leur mère ou ci ou là et qui s'en foutent royalement. Moi, j'étais plutôt dans la classification de l'homme qui faisait que pleurer. Quand vous voyez des gens marcher dans la rue avec des enfants, ça vous faisait pleurer, quoi. Moi, ça me faisait pleurer. Là encore, maintenant, des fois, mes amis, je suis au restaurant, à la plage, etc., ils me disent « Ah, il faut que j'aille chercher mes enfants, je suis allé acheter les habits pour la rentrée. » Là, la dernière fois, Sofiane, un taxi, m'a appelé pour me dire « Il faut que j'aille acheter les habits avec les enfants, je ne peux pas venir ce soir finalement manger avec vous et tout. » J'ai raccroché, je me suis effondré, pour la simple et bonne raison que, en fait, je vois vivre les gens de façon bien, heureux, et moi, en fait, je n'ai pas cette opportunité-là. C'était une dépression que tu as traversée? Ah, complètement. Tu es allé voir des spécialistes pour essayer de mettre un mot dessus parce que... Non, le sport. Parce que peut-être qu'à ce moment-là, tu ne le savais pas. Quand on va mal, on ne sait pas forcément qu'on est dans une phase de dépression. De toute façon, quand vous allez mal et que vous êtes en phase de dépression, vous n'allez ni voir votre famille, vous ne leur parlez pas. Et quand ils vous parlent, vous avez l'impression qu'ils vous donnent des mauvais conseils, donc vous réagissez en essayant de les refouler pour pas qu'ils vous expliquent la situation. Et deuxièmement, moi, je m'en suis sorti que par le sport. Je me levais le matin. Je remercie d'ailleurs Lise, une très bonne amie à moi, qui m'avait donné son appartement quand je vivais à la rue, quand elle l'a su, parce qu'au début, personne ne le savait. Du coup, j'ai donc vécu chez elle tout seul, parce qu'elle était sur Paris et elle avait un appartement à Marseille. Et moi, ça m'a donné l'opportunité de me lever à 4 h du matin, d'aller faire mon sport à jeun, de re-rentrer chez moi, de boire mon thé, de reprendre une vie que je pensais être normale. Et ça a été le cas, avec un petit boulot à chaque fois, de barman, d'agent immobilier. Vous savez, on peut croire que les agents immobiliers gagnent des milliers d'euros, mais en fait, pas du tout. C'est des gens lambda aussi. Et puis j'ai repris, en fait, j'ai pallié à cette dépression parce que je me levais le matin, je m'occupais de moi et tout a été recentré sur moi-même, où j'ai dû ressurgir, en fait, et comprendre quel homme j'étais et ce que j'avais traversé, que c'était rien et que ça pouvait... je pense plutôt qu'on m'a envoyé, si vous voulez, une espèce de... On m'a testé, voilà. Je ne dis pas le bon Dieu, ou je ne veux pas rentrer dans un aspect spirituel, mais je pense plutôt que c'est un test que j'ai subi en tant qu'homme et j'ai pallié à ma dépression tout seul. Et ça a été très long parce que j'ai été tout seul. Je n'ai pas été accompagné, justement. J'aurais pu l'être, mais je l'ai refusé. Tu avais l'impression que plus le temps passait, plus le lien avec tes enfants s'éloignait, se coupait? Tu avais l'impression de perdre tes enfants? Mes enfants, je les ai perdus, très clairement. Mais c'est pas très grave pour le moment, parce qu'à tout moment, dès lors qu'ils veulent revenir, je serai là. J'ai beau les appeler, j'ai beau leur envoyer des messages, ça reste sans réponse. Même si je les vois, des fois je sais qu'ils sont dans un parc, les voisins m'appellent, ou des amis les voient, et du coup j'y vais, je parle avec eux, mais avant mes enfants, ils étaient tout le temps sur moi, en train de rigoler, on a vécu une belle vie au départ, mais après j'ai perdu pied dans la relation de père-enfant, mais ça, c'est une cause à effet. Et je ne bougerai pas. Hein. En tout cas, je les attends de pied ferme. Et je me languis qu'ils lisent aussi ce livre. Mais oui, j'ai perdu la relation avec eux. Et c'est aussi ma faute de croire de toujours me dire ouais, tu ne vas pas y arriver, tu n'as pas d'argent. Ils s'en foutent de la compote, du pain au chocolat que j'aurais dû leur donner au parc et tout. Mais comme j'ai essayé de pallier à cette dépression, que je n'avais pas remarqué dans un premier temps. J'ai fait des tentatives de suicide parce que je ne me sentais pas bien dans cette société, parce que je ne voyais pas mes enfants, parce que je ne trouvais pas de travail, etc. Et c'est des trucs qui, aujourd'hui, me sont reprochés par l'extrême droite. Ils sont complètement bêtes. Au contraire, ils devraient se dire, bah, il a vécu tout ça, puis il s'en est sorti, bon, qu'est-ce qu'il peut faire maintenant? Ou vas-y, essaye de... Je ne sais pas...
montre que tu veux faire quelque chose. On pourrait me tester et me dire qu'est-ce que tu fais maintenant pour voir tes enfants, est-ce que tu leur parles et tout, ben, je leur répondrai oui, je fais ça. Mais je n'ai pas abandonné mes enfants. Mes enfants, je les ai perdus parce que la vie a fait en sorte que je perde mon travail, mon logement. Je me dispute avec mon ex-femme qui, elle aussi, a une famille qui a eu des propos racistes. C'est pour ça qu'on s'est disputé. Mais qui, au début, ça allait, et puis à la fin, c'est la guerre totale. Et puis, qu'est-ce que vous voulez faire quand une mère ne prend pas son téléphone de façon volontaire pour appeler le soir son père et dire « Tu vas garder des liens parce que c'est ton père et tu dois savoir qui est ton père, etc. » Non, elle a pris un autre mec et elle est restée avec ce mec. Elle a dit « C'est toi qui vas les éduquer et c'est fini. » Donc, c'est aussi la faute de la maman, sans trop la montrer du doigt aussi, parce que c'est elle qui a quand même eu la responsabilité de s'occuper d'eux, de les faire manger, de les instruire, de les éduquer. Donc j'ai beaucoup de respect pour cette personne malgré tout que j'ai aimée pendant des années, de 13 ans à 27 ans. C'était une relation extrêmement fusionnelle, mais on n'a plus rien à voir aujourd'hui et j'espère qu'elle se réveillera un jour. Et moi, je lui donnerai tout ce qu'elle veut, mais il ne faut pas non plus abuser. Elle demande une somme astronomique pour la pension alimentaire. Je ne sais plus, bah c'est mon avocat qui s'occupe de ça, mais je lui envoie des messages, je dis, mais attends, viens, tu me dis ce que tu veux, je te donne. Pour l'instant, je paye une pension alimentaire, mais je lui dis, mais je te donne ce que tu veux. Si tu veux plus, je te donne, mais en fait, je veux juste voir les enfants. Mais elle, c'est pas, elle, c'est ses enfants, et moi, je suis tout ce que peut dire l'extrême droite, puisqu'elle a des façons de réfléchir qui sont très limitées. Pourquoi l'extrême droite t'accuse? Pourquoi l'extrême droite va te chercher sur ton histoire de vie, qui est une descente aux enfers, en fait, à tous les niveaux, avec une dépression? On connaît les dégâts de la dépression aujourd'hui. Il y a des études tangibles. Alors que parmi leurs électeurs, il doit y en avoir aussi qui ont tout perdu à un moment donné de leur vie et qui se relèvent. Mais pourquoi toi t'attaquer sur un sujet de santé mentale? Mais parce qu'ils ne sont pas dans une optique de savoir réellement ce qui s'est passé. Ils sont dans une optique de détruire leur adversaire et de diviser de plus en plus les peuples pour pouvoir avoir le pouvoir au final, pour réussir à s'accaparer du pouvoir. Moi, je parle sincèrement aux gens qui votent Front National. On va pouvoir en parler peut-être plus tard dans cette émission, mais rien n'amène à la violence et à la haine. Tout ce qui m'intéresse, moi, et ce que je prône, c'est la paix, le droit international. Je me range derrière les plus hautes instances politiques et publiques. Et derrière, on me stigmatise, on m'insulte, on me harcèle. Il y a du cyberharcèlement. Ces gens-là feraient bien mieux de regarder leur vie, la vie des gens qui les entourent, et en regardant les autres et justement en essayant de comprendre ce qu'ils ont vécu et ce qui les dérange, peut-être que la société peut s'élever un peu plus parce qu'on serait plus à même peut-être à s'occuper des gens qui rencontrent des problèmes au lieu de les stigmatiser, peut-être régler leurs problèmes ou faire en sorte d'amener des moyens qui pourront régler leurs problèmes. Avant de parler politique, Sébastien, je te propose d'aller sur un sujet un petit peu plus léger. Sur le talk qu'on a partagé ensemble, informel, il y avait un sujet sur la natalité qui avait baissé en France et un sociologue qui disait qu'il faudrait rembourser potentiellement les abonnements au site de rencontres pour relancer la natalité. Et on avait pu échanger là-dessus. Et tu m'avais glissé l'information, elle n'était pas tombée dans l'oreille d'un sourd, tu avais déjà été sur Tinder. Mais après tout, tu es un être humain comme tout le monde. Oui, bien sûr. Mais par contre, ça m'intéresse, quoi. J'ai envie de savoir à quel moment, tu vois, tu étais sur Tinder, pourquoi, qu'est-ce que tu recherchais? Est-ce que toi, tu avais mis la case court terme, rien de sérieux, long terme? Non, mais déjà, je n'étais pas député quand j'étais sur Tinder. Et quand bien même. Oui, non, mais maintenant, je ne peux pas me permettre d'être sur ce style d'application et en vrai de vrai, j'en ai pas besoin. Moi, ce qui m'intéresse, ce qui m'a intéressé, du moins, quand j'étais sur cette application, si vous voulez, au moment où j'étais pas bien et limite en dépression et que j'allais juste à peine un peu mieux, que physiquement je me sentais mieux, que je faisais mon sport, je me sentais bien et j'avais pas spécialement envie de faire des rencontres dans des bars, etc. Parce que de toute manière, je n'avais pas les moyens. Et donc, du coup, sur cette application, c'est vrai que c'était peut-être plus facile de parler à quelqu'un. Des fois, c'était de la conversation qui pouvait durer. Il n'y avait rien, en fait, aucune attirance physique, ni d'un côté ni de l'autre, mais ça voulait parler. Donc, c'est vrai que d'une certaine manière aussi, je me suis un peu lâché sur ces applications parce que je parlais à beaucoup de gens pour savoir qu'est-ce qu'ils ont vécu avec leur ex, etc., etc. Donc, il y avait ce côté-là. Et l'autre côté, c'était le côté où, comme toutes les personnes de ce monde, ont besoin aussi d'avoir des relations et sexuelles
et physique et de toucher. Vous savez, quand quelqu'un touche, ça pallie aussi à la dépression. De faire un gâté à quelqu'un, etc. C'est prouvé que ça apaise, ça calme, etc. Et donc, du coup, bon, ben voilà, moi j'étais sur les applications et puis je rencontrais des filles et puis voilà, je faisais ma vie d'homme normal, quoi. Comme n'importe quel homme, Exactement. comme n'importe quelle femme. Et c'est pour ça que j'accepterai pas que la CAF aujourd'hui délivre de l'argent pour aller payer ses applications ultralibérales, mais plutôt faire peut-être une application française, ce qui pourrait être gratuite. T'avais beaucoup de matchs? Il y en avait quand j'étais bien, ouais. C'est-à-dire quand j'étais bien? Ben, en fait, quand j'étais en dépression, j'avais beaucoup maigri. Et du coup, je commençais à reprendre le sport. Donc, je commençais à avoir les abdos, le V, etc. Moi, je voyais ces gens-là habituellement. Je les regardais, je dis, putain, mais comment ils font pour être comme ça? Moi, je n'aimais pas le sport. Et c'est vrai que quand j'ai voulu pallier à la dépression, ben, j'ai fait du sport. Et finalement, je me suis affûté, quoi. Et puis, c'était un peu plus facile. Ouais. Ah, mais tu devais avoir 55 notifications quand tu ouvrais l'appli. Ah, j'étais toujours à 99. Ouais. Ah ouais, d'accord, tellement il y en avait. Ouais, 99 plus à chaque fois. Mais je parlais pas non plus à des milliers de personnes, mais c'est vrai que... Mais tu avais conscience d'être beau gosse? Non, pas du tout, pas du tout. Ben, en fait, je me suis jamais trouvé beau, déjà. Là, je fais attention parce que je veux pas plaire, mais je fais attention à mon image. Donc, du coup, je fais très attention à mes tenues vestimentaires. Mon physique, pas trop, parce que j'ai pas trop le temps de faire du sport. Et j'adorerais en faire parce que ça pourrait me calmer sur certaines situations. Notamment quand des Bruno Attal, là, il fait que parler de moi, il se moque de moi. Des fois, j'ai envie de le boxer, de lui dire, bon, viens, on se met dans un ring de boxe, je te fracasse comme ça, au moins tu rentres chez toi et tu pourras dire que je t'ai bien fracassé. Mais je ne peux plus faire ça, je suis politique. Donc, du coup, j'ai besoin de me calmer des fois et de faire du sport. Et puis voilà. Tu te trouves beau? Non. Je me suis jamais trouvé beau. Moi, j'étais, de toute façon, à l'école, au collège, au lycée, j'ai jamais été le plus beau de la classe ou j'ai jamais été moi, j'étais plutôt le mec qui était copain avec les filles qui étaient en train de draguer d'autres mecs. Et donc, du coup, je parlais avec eux. Puisque, je vous ai dit, j'étais avec la personne de mes 13 ans jusqu'à 27 ans. Donc, du coup, je ne me calculais pas les filles. Je n'étais pas cet homme-là. Et j'étais plutôt concentré sur la relation que j'avais à l'époque. Mais en devenant député, en devenant médiatique, tu as dû te rendre compte quand même qu'il y avait beaucoup de commentaires sur ton physique. Il y a eu des édits qui ont été faits. Alors moi, je ne savais pas ce que c'était une édite avant de préparer cette interview. C'est des vidéos courtes avec des passages qui mettent en valeur une personnalité. En l'occurrence, tu t'étais même retrouvé sur des grands écrans à Times Square. Hein. Oui. Ça t'a fait quoi? Ben, moi, j'ai pas trop compris tout ce qui se passait. Après que des personnes me trouvent beau, ça me fait plaisir. Ça touche mon ego. Mais c'est pas le sujet. Le sujet, c'est le programme politique. Mais ce qui est intéressant, justement, et ton avis m'intéresse là-dessus, Sébastien, c'est qu'on a vu pendant les élections beaucoup de commentaires, souvent chez les jeunes. Et tiens, alors pour le coup, vous êtes complètement différents, mais vous vous êtes retrouvés dans le même panier avec Jordan Bardella, où beaucoup disaient « Ah, Jordan, il est beau. Oh, Sébastien Delogu, il est beau. Bah, je vais voter pour lui. » Ben écoutez, s'ils ont voté pour moi et pas pour Jordan, parce qu'ils me trouvent plus beau que lui, tant mieux. Mais s'ils sont allés voter pour lui, pour Jordan Bardella, sans regarder son programme politique, ou pour moi, sans regarder le programme politique, c'est dommage, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à comprendre dans la vie des gens. Ils ont besoin qu'on fasse évoluer. Donc du coup, c'est peut-être nul de parler politique et de se ranger dans la case du politique, mais bon je vous plais, tant mieux. Ça touche mon ego, mais c'est pas le plus important. Mais c'est inquiétant pour le programme politique, quoi. Oui, c'est inquiétant. Mais en même temps, on a besoin aussi d'avoir, et je le reconnais, on a besoin aussi d'avoir des figures qui présentent bien, qui soient un minimum charmants ou charmantes. Donc du coup, ça passe crème, comme on dit, ça passe mieux quand vous avez des personnalités politiques qui plaisent aux gens. C'est sûr que si la personne, elle ressemble à rien, mais qu'elle parle bien, les gens, ils n'ont pas trop envie de les écouter. Mais c'est dommage, parce que l'aspect intellectuel est aussi fort dans la vie, en règle générale. Moi, j'aime beaucoup parler avec une personne, une fille ou un garçon qui, intellectuellement, ont un niveau très élevé, parce que je me noie dans leurs paroles et je n'arrête pas de les écouter, plutôt que quelqu'un qui va être très, très, très belle ou très, très, très beau, mais qui, derrière, ne sait pas en placer une, quoi. On parlait de Tinder, mais est-ce que tu as quelqu'un dans ta vie, aujourd'hui? Oui, j'ai quelqu'un dans ma vie, mais je vais garder ça pour moi. Parce que le problème, si je commence à parler, après, il n'y a pas longtemps, j'étais séparé,
c'est compliqué en fait, parce que le monde politique, vous savez, vous êtes enfermé dans une bulle, vous faites que travailler, ou vous êtes sur le terrain, vous allez voir des gens. Il faut que la personne qui vous suive, elle a du courage derrière pour être là et se dire, ouais, bah, il est 23h, il n'est toujours pas là, ou alors aujourd'hui il ne veut pas, cette semaine il n'est pas là, ou ci ou là. C'est dur. Tu veux dire que tu as perdu quelqu'un parce que tu étais peu présent à cause de la politique? Ouais, même moi, des fois, franchement, en vrai, je suis très engagé. Le sort des gens m'intéresse plus que ma propre personne. Et donc, du coup, parfois, malheureusement, je peux délaisser les personnes qui m'entourent, comme ma famille, mes proches ou ma compagne, parce que je me dis, il n'y a plus, il y a plus à faire en face. Quand je me suis rendu à Rafah, par exemple, avec le conflit israélo-palestinien, ou quand je me suis rendu en Arménie, avec le conflit Arménie-Azerbaïdjan, ben, je calculais rien de ce qui existait dans ma vie. J'étais à fond dans le truc. Et donc, du coup, ben, qu'est-ce que tu veux faire? Quand tu rentres à la maison, tu dis, ouais, ça fait 2 semaines que tu ne m'as pas appelé. Ah ouais, désolé, pardon. Et puis après, vous vous séparez, ou vous vous remettez, et puis c'est bien. Ou pas du tout, et puis la vie continue. Et puis après, je ne sais pas, je ne suis pas comme les autres. Ou alors... Et en vrai, j'aimerais pas avoir de relation, en vrai, parce que je rendrais malheureux la personne qui serait à mes côtés. Oui, mais tu en as une de relation. Oui, mais cette personne sait très bien que c'est compliqué, même si je remarque son courage, sa force d'essayer toujours, et cette volonté de faire en sorte que les choses s'arrangent et qu'elles évoluent dans le couple, mais c'est extrêmement compliqué pour moi parce que je suis une personne vraiment dévouée aux autres. Pourquoi? Parce que quand j'étais en dépression, il n'y avait personne pour m'accompagner. Et maintenant, la moindre personne qui a un problème, elle ne peut pas payer son loyer, son électricité, ou elle va être mise à la rue, ou ci ou là, je suis focus et inondé de toute façon parce qu'il y en a beaucoup dans France et dans mon secteur ou dans le territoire où je suis élu. Donc du coup, je travaille trop pour... Ou alors, il faut rencontrer quelqu'un qui fait la même chose que soi. Et je vais me permettre de te faire réagir à un article de Oh My Mag qui date de cet été, qui écrivait... Peut-être que tu l'as vu. Hein. Rima Hassan et Sébastien Delogu sont-ils en couple? Delogu. Delogu. Non, je ne suis pas en couple avec Rima Hassan. Et on a pu lire sur TikTok des vidéos d'eux en manifestation pro-palestinienne et en meeting ont circulé. À différentes reprises, on peut voir Sébastien Delogu et Rima Hassan s'enlacer et se lancer des regards aimants, un tendre sourire en coin. Alors amoureux ou bien simplement amis? C'est la suite de l'article. Hein. Ok. Oui, ben non, on est simplement amis et en plus on est dévoués à la cause. Donc du coup, c'est vrai que comme on était tout le temps ensemble, il a fallu échanger aussi des moments, je ne vais pas dire intimes, mais j'ai beaucoup su de sa vie, elle a beaucoup su de la mienne. Et donc du coup, c'est vrai qu'on était tout le temps ensemble. Mais je pense qu'elle a sa vie de son côté, moi j'ai la mienne de l'autre. Là, aujourd'hui, on va dire la bataille politique est finie. Elle mène sa bataille au Parlement européen, moi au Parlement français. Bon, on ne se voit pas, mais le jour où on se verra, on sera toujours, on va dire, proches parce qu'on est du même bord politique, on mène les mêmes batailles politiques, mais après, voilà, bon, c'est vrai qu'on se plaît parce que on est pareil, on est de la même team. Je vais regarder exactement pareil Rachel Keke. Je vais regarder exactement pareil Mathilde Panot, parce qu'en fait, c'est les miens et on a une force d'être ensemble et d'être soudés qui est qu'on prend soin les uns des autres. Donc, juste pour répondre aux médias, qui finissaient son article en disant amoureux ou bien simplement ami? Simplement ami. Ça a toujours été simplement ami? Simplement ami. Simplement ami, on s'arrête là. Oui. Tu parlais de Bruno Attal tout à l'heure. Alors Bruno Attal, c'est un ancien policier qui s'est fait virer de la police. Voilà, qui connaît pas mal de polémiques. Il est présenté comme un militant politique d'extrême droite. Et en réaction à un tweet, en fait, il s'était moqué de Rachel Keke, de Dominique Strauss-Kahn. Il avait fait des parallèles. Et toi, tu avais réagi à ce tweet en disant « Espèce de pourriture, voilà ce que c'est d'être une racaille. Tu veux qu'on fasse sortir des dossiers sur toi et tes sites de rencontres ultra chelous. Reste sage, va. » Alors, beaucoup ont compris que site de rencontres ultra chelou était égal pour toi à site de rencontres gay. Non. La question que j'allais te poser est donc la suivante. Sébastien, est-ce que tu as un problème avec les gays? Ah, pas du tout, pas du tout. Et si j'aurais un problème avec les gays, je pense que ça se saurait déjà. Et j'ai déjà pris position à aller dans des manifs parce que je respecte tout le monde. Donc je
suis allé dans des manifs LGBT et je me suis régalé. D'ailleurs, j'ai beaucoup d'amis à moi qui le sont et je les respecte du moment que chacun se respecte. Moi, je ne vais pas chercher la polémique là-dedans. Les sites ultra chelous, c'était juste pour que je fasse attention à ce que je dis parce que vous allez peut-être être la personne qui va le sortir avant qu'il le sache, mais il va recevoir dans pas longtemps une lettre d'huissier et il sera convoqué au tribunal pour harcèlement. Donc du coup, t'as engagé des actions j'ai porté plainte judiciaires contre lui, j'ai payé l'huissier il y a 2 jours, moins de 48 heures. Et donc, du coup, il va le savoir. Donc, vous allez de façon officielle l'annoncer à M. Attal. Et bon, moi, je ne suis pas là pour... je suis député, quoi. En fait, j'en ai rien à foutre de ce mec. Juste, il bloque sur moi, il fait son buzz sur mon dos, et il croit que je vais réagir à toutes ces conneries. C'est pour ça que tu l'attaques en justice pour diffamation ou harcèlement? Diffamation et harcèlement, ou que harcèlement, je ne sais pas ce qu'a fait mon avocat, mais en tout cas, il cache les deux carrés, quoi. Hein. Diffamation et harcèlement. Mais... il faudra que ce soit jugé. Oui, il faudra que ce soit jugé, mais ça va l'être, de toute manière, quoi qu'il en soit, puisque vous avez qu'à regarder son Twitter. Le mec parle de moi tous les jours, d'ailleurs, comme Cyril Hanouna, comme pas mal de racistes dans ce pays, qui essayent de faire le buzz sur mon dos, quoi. Raciste selon toi? Non, non, racistes avérés, selon leurs paroles. C'est des racistes. Ce sont des racistes, ou ce sont des personnes qui travaillent pour des racistes. Quelqu'un d'extrême droite, c'est quelqu'un de raciste. Quelqu'un qui vote Zemmour, c'est un raciste. Quelqu'un qui vote Marine Le Pen, c'est un raciste. Alors peut-être qu'il est raciste, qu'il n'est pas si raciste que ça, mais qui se dit « ouais, mais ça, ils ont raison, donc du coup, je vais voter pour eux, donc du coup, ça, on pourra en discuter après. » Mais pourtant, quand on pose la question à ces électeurs-là, la réponse qu'on obtient toujours, et tu dois la connaître, c'est « mais ça va pas, je ne suis pas raciste ». Ouais, pourquoi? Parce qu'ils ont un collègue qui est arabe, ou leur voisin est noir, donc, ou leur docteur est arabe, ou ci ou là. C'est pareil que quelqu'un qui veut dire qu'il n'est pas antisémite et qui dit ouais, « j'ai une copine qui est juive » ou un docteur qui est juif. C'est n'importe quoi, tout ça. Quand vous votez pour un parti qui a été créé par le SS ou qui est de l'héritage de la collaboration en France, qui est donc tout ce qu'a pu faire l'extrême droite dans ce pays quand elle a été dirigée en France, bah, du coup, vous absorbez dans un sens et vous adhérez à leur héritage politique. Et donc, du coup, malheureusement, ils y sont en plein dedans. Alors qu'ils se font avoir, ça c'est une autre chose. J'espère qu'on va essayer de creuser ce sujet-là pour parler politique. Parce qu'il y a plein de choses qui nous prouvent que le Rassemblement national est contre le peuple. Et ils font semblant à la télévision de dire oui, on défend le pouvoir d'achat, etc., etc. Dès que tu arrives à l'Assemblée pour voter des lois, ils ne votent pas l'augmentation des petites retraites, ils ne votent pas l'augmentation du SMIC, ils s'opposent pas. On va en parler, ça c'est une vraie question que je vais te poser. Oui. Pourquoi tenir des discours et ne pas voter à l'Assemblée nationale? Mais juste pour terminer sur cet angle-là, il t'a répondu, Bruno Attal, il a mis en réponse à ce tweet, il a mis « Bonjour Delogu ». Alors, je l'ai bien dit là, oui. alors, les dossiers sur un site de rencontre ultra chelou, j'ai remarqué que les homophobes sont souvent des homosexuels cachés. Le costume de Michou et votre sac à main vous vont très bien. Hashtag Delogu Challenge. Et il poste des vidéos de toi en train de danser en incitant à les reposter. C'est ça, avec le hashtag Delogu Challenge? Non, moi j'ai dansé. Ouais, c'est ça qui fait. Et moi, en fait, je m'en fous de ce qu'il dit. Ou est-ce que les gens refassent la même chose, je crois? Oui, c'est ça, que les gens fassent la même chose. Et moi, et d'ailleurs, il y a des gars qui l'a fait. Si c'est un autre imbécile là qui passait à la télévision, là, je sais pas, le mec là qui cherchait, je sais pas quoi, là, qui vendait des trucs là sur la 6. Moi, très concrètement, qu'est-ce que vous voulez? Je suis entier. Quand j'ai envie de danser, je danse. Ça lui plaît pas ou ça paraît être un gay, ben je m'en fous. Moi, j'ai rien contre le fait de danser comme le fait une personne qui est gay. Et si je le suis en vrai, je ne le dirai pas. Enfin, il n'y a pas que les gays qui dansent. Hein. Non, mais pour lui, l'apparence que j'ai de danser est une apparence gay. Donc, du coup, c'est qui que ça dérange? À qui ça dérange d'être gay? Est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est lui? Puisqu'au final, si je danse comme un gay, soi-disant. Et puis, de toute manière, je danse comme je veux. Le temps que j'étais enjaillé, j'avais bu un coup, j'étais content, je me suis régalé parce que j'étais autour de ma famille. Il y avait ma fille avec moi. Et donc, du coup, j'étais content. Et je me suis lâché et je fais ce que je veux. Et en plus, si je veux l'envoyer sur mes réseaux parce que je veux que les gens me voient comme ça, parce que je suis un mec tout à fait lambda, ben je le fais. Et puis si lui, après, il reprend tous ces trucs pour que je sois après harcelé et tout par l'extrême droite, qui stigmatise et qui monte du doigt les gens de la communauté gay parce que je danse comme un gay, ben fais-le, c'est ton problème. C'est pas moi qui me reprends les reproches après. Au contraire, moi j'ai eu plein d'associations gays qui m'ont dit merci de nous défendre, etc. Parce qu'ils ont vu le travail que j'ai effectué et que j'effectue avec mon groupe.
Au moment où on tourne cette interview, hier, Cyril Hanouna, sur C8, dans Touche pas à mon poste, a parlé de toi. Je te propose de te montrer l'extrait, et puis je te pose ma question juste après, Sébastien. Mais ce qui me fait le plus rire, je pense à Delogu, je pense à Brouillard, je pense à Panot, je pense à Verdez, je pense à tous ces gens qui faisaient la fête. C'était quand le 8 juillet? Ouais, tout l'été. Et quand votre fête? Tout l'été. Et qui chantaient, hein, je me rappelle, des Hanouna dehors, hein, Delogu. Ah non, pas moi. Tout ça, oui, bah alors vous mouvez dans le panier. Hein, il y a Brouillard, Delogu, et les malins, on a gagné, on a gagné, ils sont où chez eux en train de faire des 4 quarts. Tu faisais partie de ceux qui ont scandé Hanouna casse-toi? Non, en fait, lui, il a commencé par dire si LFI est au pouvoir, je rentre, soi-disant, je quitte la France. Je quitte la France. Déjà, tu vas aller où? Parce que si tu vas aller dans ton pays d'origine, qui est soi-disant la Tunisie t'acceptera pas. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, on a gagné les élections législatives parce que les composants de gauche ont gagné et ont la plus grosse majorité à l'Assemblée nationale. Le président de la République aurait dû, censément, se retourner vers la gauche et appeler les siens et dire bon, il faut s'arranger maintenant avec la gauche. Et donc, du coup, donner au moins à manger à la gauche, c'est-à-dire faire quelques lois qui pourraient un peu calmer la gauche et puis essayer de continuer sa politique libérale. Il aurait pu faire ça et ça aurait été, on les aurait quand même attaqués, mais au moins il aurait pu faire ça. Lui, ce qu'il a fait, il a changé de position, il s'est tourné vers l'extrême droite et il a dit bon, ben, je vais m'arranger en fait avec l'extrême droite et la droite. Et donc, du coup, comme ça, on met la gauche de côté. Donc, il faut que les gens comprennent que le président de la République s'est tourné à droite et à l'extrême droite au lieu de se tourner vers la gauche. Et si je reviens sur Cyril Hanouna, j'ai été très content d'ailleurs de lui dire si la LFI au pouvoir dégage, parce que c'était une manière aussi d'expliquer aux gens, ben regardez, si vous votez, ces gens-là, ils vont dégager. Et en vrai, ils ont dégagé dans une certaine manière, parce que l'ARCOM les a punis, donc ils n'ont pas le droit de diffuser en direct, ils continuent de diffuser en direct, donc ils sont hors la loi. Et ces personnes-là, à la fin de l'année, c'est terminé. Ils n'auront plus de chaîne C8. Donc, en vrai, bye bye frérot, c'est fini pour toi. Et en tout cas sur C8. Sur C8, il pourra aller sur Canal+ en clair et toutes les chaînes de Bolloré, qui est une personne d'extrême droite, comme quand vous regardez CNews, c'est que des positions d'extrême droite. Et ils essayent de normaliser l'extrême droite dans ce pays. Pauvre Gilles Verdez, qui est payé pour soi-disant aider la gauche, qui des fois ne comprend rien, ou peut-être devrait me passer des coups de fil pour que je lui explique des situations, mais moi j'étais très content. Maintenant, après, si le président... Pourquoi pauvre Gilles Verdez? Parce que le mec, il fait semblant de défendre la gauche, je ne sais même pas s'il est de gauche ou pas, mais en tout cas, il est payé pour faire semblant de nous défendre, mais il nous défend extrêmement mal, il raconte n'importe quoi. Tout ça parce que si jamais il dépasse trop la limite, je pense qu'il se ferait taper dessus par Cyril Hanouna. Moi, ce qui m'intéresse, c'est juste de dire que les gens dehors dans la rue, quand ils m'arrêtent, ils me disent tous la même chose. Bravo, merci, comme ça au moins Cyril Hanouna, c'est terminé sur C8, on n'en peut plus. Mais les gens regardent parce qu'ils sont là, ils sont dégoûtés, ils se disent, ah, ils pensent comme ça les gens, et ils essayent après de parler différemment. Après qu'il arrive à récupérer du monde derrière lui, que du monde le suit, tant mieux pour lui. Mais derrière, toutes les idées qui sont propagées, c'est que des fake news. Il y a Julien Audoul, le député RN donc Rassemblement National, qui a réagi à cette séquence. Il a écrit « Sébastien Delogu est un député racaille avec des méthodes de voyou. Il est gangréné par l'islamo-gauchisme et est influencé par des comportements de ses amis islamistes du Hamas qui considèrent la femme comme un être inférieur. LFI est un parti dangereux et nauséabond. » Oui, ben, je pense que, à mon avis, le parquet devrait se saisir de cette affaire parce que c'est encore de la diffamation. Et donc, du coup, ça doit être puni par la loi. Mais ces gens-là sont en roue libre en ce moment. Jamais je ne suis en relation avec le Hamas. Jamais je ne porte les idées du Hamas. Je suis un citoyen français. Je prône tout simplement... des valeurs qui sont les miennes, des valeurs de paix, humanistes, et qui essayent de prôner le droit international. Mais c'est mal compris. Le jour où je suis allé, j'ai dit, vous faites sauter le maire si jamais il ne s'occupe pas des gens dont il est élu dans la ville. Ben on me dit, ouais, vous voulez brûler la mairie. Mais j'ai jamais dit que je voulais brûler la mairie. J'ai vu cette vidéo tourner. J'ai dit, il faut faire sauter le maire. Mais sauter chez moi à Marseille, c'est le faire dégager. Puis vous allez voter, vous le faites sauter. Voilà, c'est ce que j'ai dit. J'avais dit qu'il fallait mettre une bombe dans une mairie. Et ils ont tout de suite repris toutes les fake news. Mais en plus, c'est même pas que lui. C'est ce qui tourne sur les réseaux, hein, ce que tous les médias, ils ont dit ça.
Vas-y, moi, je vais dire ça. Je suis un fou. En fait, je suis fou. Et en plus, vis-à-vis de la loi, quand c'est que j'ai été condamné pour être soi-disant islamiste, puisque les islamistes sont condamnés, quand c'est que j'ai été condamné pour ça? Non, j'ai été pas condamné. Est-ce que, soi-disant, je suis condamné pour apologie du terrorisme? Non. Est-ce que je suis condamné pour être soi-disant antisémite? Non. Est-ce que je suis condamné pour être soi-disant un anti-républicain que je veux faire sauter ou brûler une mairie? Le premier qui dit dans la rue, je vais brûler la mairie, il est 2 heures après au commissariat et il est écroué. Est-ce que je le suis? Non, parce qu'en fait, c'est des idées d'extrême droite qu'ils essayent de déstabiliser, discréditer une personne qui aujourd'hui a eu un geste fort à l'Assemblée nationale. Depuis que j'ai soulevé le drapeau palestinien à l'Assemblée nationale, je suis visé de toutes les calomnies et toutes les diffamations. Et d'ailleurs, pourquoi ces gens-là ne portent pas plainte contre moi? Pourquoi ils vont juste à la télé essayer de dégueuler leur haine de gens comme moi qui essayent de prôner la paix et le droit international? Parce qu'en fait, ils sont avec les leurs. Même les médias sont avec eux. Si je viens aujourd'hui m'exprimer chez toi, c'est parce que j'ai cette liberté d'expression. Et je sais que même si tu n'es pas d'accord avec moi, tu me poses des questions, tu me piques, tu essayes de chercher. Mais quand tu vas à la télé, mais tu te fais défoncer de A à Z tout le temps. La dernière fois, la députée du Rassemblement national faisait que me toucher. Attends, laisse-moi parler. Ben, à la fin, je dis, mais en fait, arrête de me toucher. Mais c'est pas que je veux pas qu'une femme me touche. C'est déjà, tu es du Rassemblement national, je ne suis pas sectaire, mais moi, je ne reconnais pas ces élus-là. Parce que historiquement, n'importe qui que ce soit qui met son nez dans un livre d'histoire va savoir que le Rassemblement national est un parti politique qui a été créé par des collaborateurs qui ont livré les Juifs à l'époque, qui ont livré des Françaises et des Français qui sont allés dans des camps, notamment la communauté gay et des communistes aussi. C'est pour ça que très souvent on porte un triangle rouge sur nos costards. C'est justement pour rappeler aux gens l'histoire de ce pays. Et du coup, ben, tu te retrouves à devoir combattre des gens sur des idées alors qu'en fait les médias sont complètement avec eux. Et donc du coup, c'est pour ça que je reste ici. Et donc c'est pour ça que tu n'as pas voulu qu'elle te touche, c'est ça, cette députée RN? Déjà, tu ne me touches pas. Si moi je te touche, tu vas dire, ouais, tu m'as touché, etc., etc. Alors ok, moi je suis Marseillais, c'est vrai, si c'était les miens, j'aurais pas de difficulté. Mais le Rassemblement national, ni je te serre la main, ni je te parle, je t'estime, ni je te reconnais en tant que député de la nation française. Parce que je refuse que l'extrême droite arrive dans ce pays et que je ne veux pas reconnaître que tu es là. Donc s'il y a des lois qui intéressent les Français, je ne vais pas les voter, je préfère les proposer moi et puis voir si ça passe. Est-ce que c'était une raison pour refuser de serrer la main du député Flavien Termet à l'Assemblée nationale? Mais oui, c'est une raison de le faire. Regarde-moi. Moi, je suis Sébastien Delogu. Je ne suis pas si instruit que tout le monde peut le penser ou que peut-être la majorité des Français le sont. Je suis un mec des quartiers nord de Marseille qui a vécu avec rien, d'accord? La seule chose que j'ai appris de mes profs d'histoire, c'est qu'il y a eu une collaboration, la France a colonisé des peuples, etc., etc., etc. Du coup, quand tu grandis, tu apprends que le Front National, ce n'est pas des personnes à fréquenter. C'est quelque chose sur lequel la République a prêché. C'est des gens qui ont craché sur la République, etc., etc. Moi qui suis aujourd'hui représentant de cette République et représentant du peuple, je ne peux pas reconnaître ces personnes-là, mais par contre, les gens qui votent, je suis là pour essayer de débattre avec eux. Je vais leur serrer la main, je vais leur parler, on se met autour de la table, mais leur représentant, je ne peux pas l'accepter. Parce que leur représentant, au-delà du fait... Parce que c'est le cadet, hein, c'est ça, hein, c'est la tradition. C'est ça, mais juste leurs représentants, c'est des gens qui portent leurs idées et qui adhèrent au mouvement politique. Les gens qui votent, ils peuvent être trompés, et donc du coup, je les excuse. Alors j'entends, mais ce qui t'a été reproché, notamment sur les réseaux sociaux, c'est une sorte de face-to-face. Qu'il a semblé que tu lui faisais. Tu sais, un peu comme ça au moment où... Comme si tu voulais l'impressionner. D'ailleurs, beaucoup ont dit de toi, des députés, mais regardez la racaille en pleine action. Mais quelle racaille? Un homme qui adore la République, qui aime le peuple français, qui explique aux gens... Mais en fait, vous ne voyez pas qui sont ces gens. Parce que là, ce qu'ils voyaient, c'était le face-to-face. Ouais, mais je l'assume. Je vais faire quoi? Le mec, il me tend la main. Frérot, tu es d'extrême droite. Tu es un mec, je ne peux pas te blairer déjà de base. Qu'est-ce que tu me tends la main? Déjà, me tendre la main, c'est comme si tu me cherchais quelque chose. Qu'est-ce que tu me veux en fait? Moi, je ne vais jamais voter une loi qui émane du Rassemblement national. Je ne les reconnais pas. Et quoi? Je vais te laisser. Tu peux être le cadet, le plus vieux, ou lui d'un milieu, ou 2 mètres, 6 mètres, etc. Moi, il y aura toujours le face-to-face avec tout le monde. Pourquoi? Parce qu'on vit. Moi, je vis. Alors, ok, ben, je suis plus avantagé peut-être. Je fais 2 mètres, 200 kilos, quoi, 120 kilos. Ok, très bien. Ça peut faire peur à quelqu'un. Mais le face-to-face sera toujours là. Pourquoi?
Parce que si je recule d'un pas, si je recule et que je ne fais rien, c'est lui qui avancera. Et c'est peut-être leurs idées qui avancera. Donc moi, je m'oppose à leur politique. Une position de défense? C'est pas une position de défense, c'est une position d'attaque. C'est plutôt, je suis dans l'attaque. Je ne vais pas laisser un seul centimètre pour que le Rassemblement national avance dans ce pays et leurs idées nauséabondes, parce qu'ils nous ont menés, et ont mené notre beau pays, qui est la France, à des guerres. C'est des personnes qui étaient là au moment de la colonisation d'Algérie, au moment de la collaboration avec Hitler. C'est ces personnes-là qui sont représentées. Alors peut-être qu'on va dire, oui, tu exagères, c'est plus comme ça maintenant, ils sont plus comme ça. Très bien, si tu les as normalisés dans ta tête, tant mieux. Mais moi, je regarde que l'historique de la France. Alors peut-être qu'on va me dire maintenant, mais on s'en fout de l'histoire, il faut voir maintenant, on peut avancer avec eux. Vous voyez très bien qu'ils sont comme vous, etc. Mais attendez, leur parti politique, il a été créé par des collaborateurs. Genre, en fait, tu ne peux pas. Alors moi, on va me reprocher à moi d'être antisémite parce que je prends la défense du peuple palestinien, alors que je n'ai jamais été condamné. Après, je pourrais te dire, Sébastien Delogu, que tu as commencé ta carrière en politique chez les communistes. Ouais, et que l'histoire nous a montré que les communistes ont aussi fait des attaques. Effectivement. Les communistes, il y en a eu qui ont fait des attaques qui étaient à l'époque considérées comme et au final qui sont panthéonisées. Et les communistes, qu'est-ce qu'ils ont fait toute leur vie? Ils étaient en bas des tours chez les gens ou dans les villages en train d'organiser la population pour que tout le monde ait à boire, tout le monde ait à manger, tout le monde réclame leurs droits pour que les populations s'organisent. Bon, ben, après, au fur et à mesure du temps, ils n'ont plus existé. Mais aujourd'hui, qui a pris le relais? La France Insoumise est un parti politique avec des groupes d'action partout sur le territoire, partout à Marseille. Et d'ailleurs, je leur fais un salut fraternel puisque on est sans arrêt en train d'aider les gens, en train de faire des communiqués de presse pour essayer d'alerter sur des situations que vivent les gens qui sont des situations dramatiques. Et je suis fier d'avoir pris ce relais-là, même si ce n'est pas un relais, je ne peux pas non plus minimiser ce qu'a fait le Parti communiste et je ne peux pas dire totalement qu'on a pris le relais, mais on essaie d'être dans cette continuité-là et aujourd'hui de porter les valeurs qui sont de la République, c'est-à-dire liberté, égalité, fraternité. Et je ne pense pas qu'aujourd'hui, la fraternité vient du côté du Rassemblement national. Regardez comme ils me traitent de tous les noms, ils vont me stigmatiser parce que soi-disant je suis gay, donc du coup, il est gay, nanani, il préfère les hommes, il ne veut pas toucher les femmes, blablabla. Qui a dit ça? Ben, tous les racistes. Pour regarder en dessous de mes tweets, vous allez le voir. Donc du coup, c'est une manière de stigmatiser la communauté gay, c'est une manière aussi de stigmatiser un homme qui a eu des problèmes parce que la justice sociale n'est pas appliquée dans ce pays, dans la République, et donc du coup, il le stigmatise. Il y a plein de choses, et ça peut partir dans tous les sens, ça part effectivement dans tous les sens. En parlant des réseaux sociaux, tu as posté avec des collaborateurs à toi une photo cet été qui a fait couler énormément d'encre. Alors tu étais aux côtés de Raphaël Arnaud, Ali Diouara et Carlos Martins, j'espère que je le prononce bien. Ouais. Hein, c'est ça, hein, c'est ça. Voilà. Et on a pu lire sous ces commentaires, vous étiez à l'Assemblée, hein, voilà, tous les quatre à côté, et on a pu lire les couloirs de la cour d'assises de Bobigny. Ça, c'est Grégoire Houdan, donc candidat d'effet donc du RN en Seine-Maritime. On aurait dit le rang d'une cour d'assises. Damien Rieu, ex-candidat du parti d'Éric Zemmour aux européennes. Il y a Alexandre Saradjian, donc de Jeunes avec Ciotti, qui estime pour sa part que la photo de vous rabaisse les institutions de la Ve République. Ah oui, elle rabaisse pourquoi? Parce que vous voyez des Noirs et des Arabes sur la photo? Eh bien, c'est la question que j'allais te poser. Pourquoi ça rabaisserait la Ve République? Mais ça rabaisse pas la Ve République. C'est parce que ces gens-là préfèrent dire que les Noirs et les Arabes n'ont pas leur place dans la République et que du coup c'est aux Blancs qui doivent prôner, si vous voulez, entre guillemets, les institutions et qui doivent être là, ils doivent être les chefs de l'institution. Et puis les Noirs et les Arabes, ce sont des gens d'en bas, comme l'a dit le Premier ministre d'ailleurs hier soir. Qu'est-ce qu'il a dit? Mais il a dit les gens d'en bas, ils ont des bonnes idées. Comme si lui, il était en haut et nous, on était en bas. Égalité, liberté, égalité, fraternité. Ça veut dire égalité, ça veut dire tout le monde est sur la même marche. Moi, quand je m'adresse à quelqu'un, je ne suis pas supérieur à lui ou inférieur à lui. Je suis pareil. C'est-à-dire que le mec lambda qui me dit « Ouais, tu aurais dû dire ça. » Très bien, frérot, assis-toi, on discute. C'est toi, je suis payé par tes impôts. Moi, tu as tout ton droit à me dire ce que je dois dire. Mais par contre, je débat des idées. Donc, si j'ai des choses qui ne me vont pas, ben, je te le dis tout de suite. Et oui, il n'y a pas de souci. Allez, on discute. Et il y en a plein que j'ai fait retourner, pas retourner, mais qui ont compris le sens de mon intervention ou compris ma démarche politique et qui après qui ont changé d'avis. Revenons sur la photo, c'est une manière aussi de stigmatiser des populations selon leur origine, leur couleur de peau ou leur religion. Et donc du coup, c'est une manière de stigmatiser toujours les mêmes personnes
Et puis après, on pourra te dire, oui, mais vous ne voyez pas, il y a du racisme anti-blanc, etc. On reconnaît toute forme de racisme, on combat toute forme de racisme, qu'il soit du racisme qui émane de l'islam. C'est du racisme, là, les commentaires sous cette photo? Mais c'est que ça. C'est que ça. Et c'est grandissant. Après, il ne faut pas non plus stresser. Et eux, ils disent, oui, il y a 8 millions de personnes qui ont voté pour nous. Oui, très bien, il y a quand même 15 millions qui ont 11, voté. ils disent. Voilà, 11, très bien, ok, 11. En vrai, c'est... Bon, bref, je ne sais pas quel est le chiffre, mais en tout cas, je sais qu'il est supérieur celui qui ont justement voulu arrêter le Front National et ne pas le Rassemblement National et ne pas le mettre au pouvoir. Il était à peu plus de 15 millions. Donc c'est une preuve aussi qu'il existe, entre guillemets, beaucoup plus de gens qui ne veulent pas du Rassemblement National au pouvoir que de gens qui le veulent. Et puis ces gens qui le veulent, peut-être qu'ils ne sont pas au courant de tout. Et donc du coup, c'est à notre travail d'essayer de leur expliquer ce que votent réellement les personnes du Rassemblement National. Et je les invite à arrêter de regarder la télévision, à ouvrir leur ordinateur, leur smartphone, ou de venir directement à l'Assemblée nationale et de consulter ce qu'il s'y passe pour qu'ils voient exactement que quand les députés du Rassemblement national ou leurs personnes qui les représentent comme Marine Le Pen ou Jordan Bardella disent « on va s'occuper des agriculteurs », très bien, oui, d'accord. Ok, mais pourquoi tu es pour le Premier ministre qui vient d'être nommé alors que ce Premier ministre a libéralisé complètement l'agriculture et ça a donné lieu à ce que tous les agriculteurs perdent du fric. Pourquoi tu dis que tu veux, soi-disant, faire attention au pouvoir d'achat des Françaises et des Français alors que derrière, tu ne veux même pas augmenter les petites retraites, c'est-à-dire des personnes qui ne sont pas obligées d'être que des Noirs et des Arabes, soi-disant, comme ils le disent, entre guillemets, mais peut-être une autre origine, puisqu'on les exclut parce qu'ils ne les aiment pas. Une petite vieille mamie italienne qui est arrivée en France, je ne sais pas, ou qui est née en France, et qui aujourd'hui a 600 € de retraite. Cette personne-là, elle n'arrive pas à manger et payer son loyer, comme une dame que je connais à l'Estac, dans les quartiers nord de Marseille, ben, tu ne vas pas l'aider, elle, parce qu'elle représente les petites retraites, tu ne veux pas l'augmenter. Donc cette personne-là, tu ne veux pas l'aider. Ah oui, mais l'argent, elle ne coule pas de partout. Très bien, taxons l'impôt sur la fortune, taxons les super dividendes, ça touche que 10% de la population. Ah non, on ne va pas les toucher à eux. C'est eux qui font tourner le pays. Ah oui, ils vont partir. Ils vont partir où exactement? Pourquoi les entreprises du CAC 40, elles payent moins d'impôts que le mec ou la nana qui va avoir une entreprise avec 50 salariés? Ben parce que déjà, ils ont des allègements fiscaux qui leur permet justement de ne pas payer d'impôts. Et il y a aussi une fiscalisation qui fait en sorte d'arriver à essayer de détourner la loi, ou alors de défiscaliser, ou alors ils reversent des super dividendes à leurs actionnaires, etc. Et puis c'est des gens qui sont en train de se gaver entre eux. Mais c'est eux qu'il faut aller chercher. Mais nous, c'est ce qu'on demande. Mais le Front National ne vote pas, justement, pour non, rétablir l'impôt sur la fortune. Si je ne me trompe pas, LFI et le NFP veulent aussi aller chercher les gens un peu plus lambda. Bah, pas du tout. Ceux qui galèrent aussi quand même et qui payent déjà beaucoup d'impôts. Mais on va pas les augmenter, eux. Nous, on leur dit, on va vous augmenter ces impôts-là, mais vous allez avoir une façon de pouvoir les payer, puisqu'on va augmenter les salaires et on va faire le blocage des produits, des produits de première nécessité. Franchement, il faut réfléchir 2 secondes. C'est-à-dire que vous allez faire vos courses, ça coûte plus une tonne d'argent de faire les courses. On aura bloqué les prix bas pour que vous puissiez acheter à manger et à boire de façon à ce que vous n'allez pas vous faire ponctionner, je ne sais pas moi, 300 € de course, ben ça vous coûtera plus que 80 €. En plus de ça, on va vous augmenter vos salaires. Ah oui, mais les entreprises, ils ne peuvent pas augmenter les salaires. Très bien, ben prenons l'argent dans les grandes entreprises, les plus grandes entreprises qui correspondent à 2% de la population française. C'est quoi? C'est des gens qui sont en fait en train d'influencer sur le processus d'inflation en France, c'est-à-dire que, par exemple, la CMA-CGM, les conteneurs de bouffe, pour être familier, ils mettent la bouffe dans les conteneurs, ils les font venir, ça coûte cher. Donc, du coup, c'est ce qui fait en sorte qu'à l'arrivée, quand vous allez payer, ben vous allez payer plus cher. Eux, ils ne payent pas d'impôts, et vous, c'est vous qui payez. Oh, réveillez-vous, vous n'êtes pas des pigeons. Donc, nous, on dit, eux, on va les taxer, comme ça vous coûte plus cher à vous. Eh ben, ah oui, là, oui, les gens ils commencent à comprendre. Et pourtant, le Front National, il ne vote pas pour ça. Il ne vote pas pour la taxation des super dividendes, alors qu'il faudrait le faire. C'est des gens qui, entre eux, ouvrent des sociétés. Alors, on va dire, oui, mais vous ne laissez pas le monde libéral aller essayer de gagner de l'argent, etc. Mais on le fait. Mais juste,
Bordel, quand vous avez beaucoup de fric, il faut donner aux autres. On est la France, on a un système social français qui existe depuis la nuit des temps et qui a été gagné aussi par la force parce que la gauche s'est réveillée, qui a eu des révolutions comme en mai 68, etc., qui a donné lieu à des droits où les gens ont des vacances, où les gens ont un droit et ils sont bien contents que quand qu'ils arrivent et qu'ils essayent d'ouvrir une entreprise, d'avoir une réglementation et des lois qui aussi leur permet de garder leur argent ou leur permet de faire leur vie. Si Maëva Guénam, elle n'était pas à Dubaï mais en France, est-ce qu'avec LFI, elle paierait plus d'impôts? Oui, et elle le devrait. Pourtant, elle ne fait pas partie du CAC 40. Non, elle ne fait pas partie du CAC 40, mais Maëva Guénam, si elle gagne plus de 5 000 euros par mois, comme les gens qui gagnent plus de 5 000 euros par mois, tranquille, hein. Il y a la plupart de la population qui gagne moins de, je sais pas moi, moins de 1 200 euros, je crois. Donc du coup, moi-même, je suis Sébastien Delogu, je suis député de la nation française. Je suis considéré comme quelqu'un qui gagne, qui est riche, c'est-à-dire qui est considéré qui gagne, je crois que c'est les 1% qui gagnent le plus d'argent. Pourquoi? Parce que je suis député de la nation française. Ben, très bien, ben, prenez l'argent. Voilà, prenez l'argent. Je n'ai pas besoin de gagner autant d'argent. Alors très bien, il y en a qui vont vous dire qu'il faut baisser comment on appelle ça, les salaires des députés, des ministres, décidez-là. Mais attention, il y a la corruption qui arrive derrière. Si les gens ils sont mal payés, ils vont sûrement devoir être... On va pouvoir les corrompre plus facilement. Donc les gens, eh ben, ils payent des impôts. Eh ben, moi, je suis content de payer des impôts, je m'en fous. Et pourtant, ça n'a pas empêché Maëva Guénam de passer un moment avec toi. On l'a vu sur les réseaux sociaux. Mais moi, je suis allé la voir pourquoi? Parce que des gens qui la regardent, ben, ils ne sont pas en capacité d'être, on va dire, attirés par le monde politique. Ils sont attirés peut-être par Maëva Guénam pour peut-être ce qu'elle représente physiquement, peut-être ce qu'elle représente parce qu'elle vend ses marques de maquillage ou je ne sais pas quoi d'autre, ce qu'ils ont envie, mais qui ne vont absolument pas se tourner vers le monde politique. Donc je suis allé la voir, comme beaucoup d'autres influenceurs, à essayer de dire « Oh, réveillez-les ». Mais les influenceurs à Dubaï, ça ne te gêne pas alors? Mais chacun fait ce qu'il veut. Après, qu'ils détournent l'argent qu'ils gagnent, s'ils le gagnent avec les Françaises et les Français, ils devraient payer des impôts en France. Voilà. Moi, je suis pour ça. Si tu gagnes de l'argent et que tu es connu mondialement, bah, après, tu fais ce que tu veux. Tu te mets à Dubaï parce que tu ne veux pas payer d'impôts, je te montre du doigt, malheureusement. Mais si tu participes, comme d'ailleurs Maëva Guénam me l'a dit, que même si elle est à Dubaï, elle paye énormément d'impôts en France, elle a sa maman en France, sa maison en France, etc., et que du coup, elle paye des impôts en France, bon ben voilà, moi, elle m'a dit, après je ne sais pas exactement, je ne rentre pas dans les détails, mais elle a dit qu'elle payait beaucoup d'impôts en France, bon ben très bien. C'est vrai qu'elle a fait appel à toi pour que tu l'aides à pouvoir retourner sur le sol algérien? Non, moi, elle m'a appelé, elle m'a dit je ne vais pas avoir comment on appelle ça, le visa pour aller en Algérie. J'ai juste appelé le consul, j'ai dit monsieur, voilà son numéro, vous pouvez l'appeler parce qu'il semble qu'elle a un problème. Je ne suis pas rentré dans les détails de elle est allée là-bas ou elle fait des... après, il y en a qui m'ont dit j'ai mis la pression à un consul. Mais monsieur qui, moi, pour mettre la pression à un consul? Le consul, je l'ai appelé, je lui ai donné son numéro, tenez, appelez-la, arrangez-vous avec elle. Que ça soit oui ou non, c'est pas moi à régler le problème. Je n'ai pas à me mêler de ces problèmes-là. Et c'est ce que j'ai fait, je ne me suis pas mêlé. J'ai appelé le consul, monsieur le consul, il y a une dame qui se plaint, comme je le fais pour des milliers de personnes. C'est pas que c'est une influenceuse, et c'est pas parce qu'elle est allée en Israël que je ne dois pas m'occuper d'elle. Elle fait ce qu'elle veut. Et après... Moi, je suis personne pour juger les gens. Alors peut-être qu'elle a des choses à se reprocher, mais si elle a des choses à se reprocher, elle le voit directement avec le consul. Je suis personne, moi je suis pas un juge pour juger les gens. Et d'ailleurs, c'est pareil quand quelqu'un vient et me dit « on va chercher un logement, mais moi tu te rends compte, j'habite là ». Je suis personne pour juger de l'urgence de ta recherche de logement. C'est le préfet de région, lui, est en capacité de juger si c'est urgent ou pas. Mais moi, je suis personne. Donc je m'en remets toujours à l'État. Ton insoumission, ton informalité, le fait que tu ne rentres pas forcément dans les cases de politique, c'est ce qui t'est souvent reproché. J'ai vu que ça te crée quand même pas mal de problèmes. Dernièrement, il y a eu des articles qui sont sortis. Tu aurais été agressé par un policier de Marseille, en civil, qui t'aurait tordu le bras, selon une serveuse. Oui. C'est ça? Oui. Voilà. Je sais que tu reçois aussi beaucoup de menaces de mort. Tu le disais, hein. Je reçois beaucoup de menaces. Je fais l'objet de nombreuses menaces de viol, d'insultes, d'appels à s'en prendre à mes proches, mais aussi tentatives de s'introduire à mon domicile en pleine nuit pour s'en prendre physiquement à moi. T'as pas peur, parfois? Des fois, j'ai peur, mais ça dure pas longtemps. Je veux pas me la péter ou faire le mec qui a peur de personne. J'ai peur comme tout le monde. Mais j'ai pas peur non plus parce que je suis bien entouré et je suis tranquille. J'ai peur pour mes proches, j'ai peur pour ma famille politique, j'ai peur pour la République. Mais j'ai pas peur pour moi. Qu'est-ce que j'en ai à foutre?
moi que les gens m'envoient des messages en m'insultant, ma mère, mon ci, mon là. Faites ce que vous avez à faire, les gens. Moi, je n'ai rien à foutre. Vous pensez que j'ai tort? Pas grave. Le temps me dira que j'ai raison. Je suis du bon côté de l'histoire. C'est-à-dire que se mettre derrière le droit international, se mettre derrière la Cour pénale internationale, la Cour internationale de justice, derrière l'ONU, les paroles de l'ONU, c'est pas être quelqu'un qui a tort. Moi, je suis politique. Je me range derrière les plus hautes instances qui prennent des décisions. Je ne peux pas faire d'autres choses. Je ne me permettrai pas de dire des mots qui sont des mots, on va dire, qui sont sortis d'un contexte ou qui ne doivent pas être dites. Et si je le fais, je m'excuserai peut-être d'avoir dit des conneries. Ça m'arrive de pouvoir dire des conneries. Mais en tout cas, j'essaie de ne pas déroger à cette règle, d'être derrière l'ONU, la Cour internationale de justice et la Cour pénale internationale, qui sont les plus hautes instances de ce monde. Derrière tout cela, vous avez des gens qui vous envoient des messages de menaces. Je vais violer ta maman, je vais aller chez toi, il met l'adresse de chez moi, il donne mon numéro au public, ils mettent l'adresse de chez ma mère, je vais venir ta mère, etc. Tu es fini à la piste, blablabla. En fait, ces gens-là, ils ont la haine en eux et ne sont pas en capacité de parler politique. Et parfois, je te dis la vérité, ça m'est arrivé de parler avec des gens. C'est-à-dire qu'il y en a, ils me disent « Ouais, j'aimerais bien te croiser, je vais te bombarder. » Et moi, je réponds « Ah bon, tu veux qu'on se croise? Tu es où? Je viens tout de suite. » Et de suite, c'est plus j'arrive ou on se donne rendez-vous là. C'est « Ah, tu réponds? Ouais, je te réponds. Ouais, quoi? Tu vas faire quoi? » Mais après, il me dit « Ouais, mais tu te rends compte, tu as dit ça, tu n'aurais pas dû dire ça. Attends. Mais qu'est-ce que j'ai dit? Ça, ok. » Et là, je lui réponds. Moi, j'ai dit ça exactement. J'ai pas dit ça. J'ai dit ça, j'ai pas dit ça. Ça, c'est des paroles d'extrême droite. C'est toi qui es indoctriné, c'est pas moi. Tu n'as pas qu'à écouter la télé. Tu n'as qu'à regarder ce que je fais. Mes réseaux, ils sont à disposition. Quand je parle, je le mets en public. Tu vois tout ce que je dis. Ah ouais, bon, désolé, ça va, merci. Si tu as un problème, tu peux revenir me parler, je te dirai ce que je pense. Et tu pourras même toi aussi me dire ce que tu penses, parce que je suis un élu de la République. Et comme je suis payé par tes impôts, je suis à ta disposition. Je dois rendre des comptes aux gens. C'est la vérité, c'est comme ça. Trop de politiques ont passé de temps à se croire, on va dire, un peu plus haut que certaines personnes. Et donc, du coup, oh là là, c'est bon, je suis politique, j'ai pas le temps pour vous, etc. Mépris de classe. Mais les gens, ils sont payés par qui, ces politiques? Ils sont payés par les gens. Les gens, ils sont en train de travailler, ils sont en train d'acheter. Puisque, il faut le dire aussi, ce qui rapporte le plus à l'État, c'est la TVA. C'est-à-dire que quand tu consommes, n'importe quoi que tu achètes comme manger, c'est taxé. On donne toujours de l'argent. Eh ben, donc, du coup, c'est ces impôts-là qui rapportent le plus à l'État et qui, donc, du coup, payent notre indemnité parlementaire. Et cette indemnité parlementaire, c'est une manière aussi de dire, vous êtes au service de la population. Donc, moi, mes patrons, c'est le peuple français. D'accord? Que ce soit des Françaises, des Français, des gens qui ne veulent pas reconnaître s'ils sont des hommes, des femmes, s'ils sont gays, pas gays, peu importe leur religion, peu importe. Je me fous de tout ça. Je suis à leur disposition. Et même si une personne vient m'attaquer, eh ben, des fois, j'aime bien parler avec lui. S'il ne m'insulte pas, mais qu'il cherche à comprendre, je parle avec lui. Si ça m'insulte comme je reçois, parce que là, ils sont là, les actes antisémites ont grandi en France. Ben oui, très bien. Et les actes racistes, j'ai reçu au moins des milliers, voire des millions de messages j'ai reçus. Et il n'est pas question d'ailleurs de les opposer les unes avec les autres. Il est question voilà, de calmer la population. Le peuple français, de base, il faut regarder en 98, quand Zidane il a mis les 2 coups de tête et qu'il a marqué les 2 buts et qu'après, je ne sais plus qui a marqué le 3e but, je crois que c'est le Bœuf, et qu'a gagné la Coupe du Monde, le peuple, il était mais entièrement ensemble, en train de sauter de joie. Pareil, quand Mbappé a fait gagner la Coupe du Monde en France. Du coup, bordel, c'est ça la France. C'est une France qui est unie normalement. Noirs, Arabes, Français, Italiens, Turcs, Kurdes, tout ce que tu veux, on est unis. On s'en fout de où on vient normalement, parce qu'on est le peuple français, on est content de l'être, dans la joie, la bonne humeur, etc. Là, quand j'entends Gabriel Attal qui dit la politique, elle est malade, effectivement, la politique, elle est malade, mais à cause de vous, elle est malade. C'est vous qui avez fait en sorte que vous faites des inégalités, une justice sociale qui n'est pas respectée, etc., et qui amène à ce qu'aujourd'hui, des partis politiques s'insurgent, comme nous, la France Insoumise, et qui, envers votre politique que vous menez, la politique que mène le gouvernement ou le reste, soit en insoumission face à eux, et qui ne veulent plus, justement, se confondre avec ces personnes-là. Mais normalement, on devrait être tous unis et unis. Merci Sébastien Delogu pour cette longue interview, ce long entretien. On te retrouve sur tes réseaux sociaux. Ton compte Instagram, c'est Sébastien-Delogu.
On te retrouve également sur X, tu es très présent dessus. Oui. Tu partages tout ce que tu fais, hein, Oui, politiquement parlant. Je partage, mais je rentre beaucoup sur les gens parce qu'en fait, j'ai pas à être reconnu comme tout le monde, donc je les pique un peu. Autant qu'ils me piquent, je le pique. Merci beaucoup Sébastien. Merci On se retrouve à toi, très Jeanne. prochainement pour un nouvel entretien. D'ici là, prenez bien soin de vous. Bye bye.